Bien, donc je vais commencer le cours de cette année. Bienvenue donc au Collège de France. Je vais parler du contrôle de particules quantiques isolées. Donc c'est un thème général qui a fait l'objet de nombreux cours lors des années précédentes, et en particulier le cours que j'ai fait l'année dernière. Mais je vais focaliser cette année le cours sur l'étude du couplage de l'interaction d'atomes de Rydberg, c'est-à-dire des expériences qui exploitent le fait que les atomes de Rydberg, qui ont des propriétés physiques exagérées, sont des atomes de grande taille qui interagissent très fortement entre eux à des distances quasiment macroscopiques, et qu'on peut utiliser ces interactions pour réaliser des expériences d'intrication quantique, des expériences de porte quantique, et également pour mettre donc de la matière quantique dans des états inhabituels, fabriquer des systèmes mésoscopiques dans lesquels les propriétés de corrélation entre les particules jouent un rôle important. Alors, je vais commencer par une introduction où je vais un petit peu rappeler le contexte de cette physique des atomes de Rydberg, en rappelant en particulier que, en fait, j'en ai parlé dans pratiquement tous mes cours, puisque mon domaine de recherche porte sur l'électrodynamique quantique en cavité, et ces expériences décrivent l'interaction d'atomes de Rydberg, en particulier ce qu'on appelle les atomes de Rydberg circulaires, avec des photons dans une cavité de grande qualité. Donc, le principe de l'expérience consiste à envoyer des atomes un à un à travers la cavité et à manipuler le champ que la cavité contient grâce à l'interaction de ces atomes avec les photons. On a en particulier montré qu'on pouvait, dans ces conditions, compter des photons sans les détruire, qu'on pouvait également préparer les états du champ électromagnétique dans des états non classiques, des superpositions d'états, par exemple de type chat de Schrödinger, tout ça grâce à l'interaction avec les atomes, et que, inversement, le champ pouvait servir de médiateur pour coupler des atomes qui traversent successivement la cavité, réaliser de l'intrication des portes quantiques entre les atomes de Rydberg. Dans ces expériences, les propriétés particulières des atomes de Rydberg, leur très fort couplage au rayonnement lié à leur très grande taille, jouaient évidemment un rôle essentiel. Donc je ne reviendrai pas sur ces expériences, je rappellerai peut-être à certains moments leurs principes pour effectuer une comparaison avec celle dont je vais vous parler cette année. Je vais donc vous parler d'atomes de Rydberg, mais dans un contexte complètement différent. Il n'y aura plus de cavité, les atomes de Rydberg interagissent entre eux parce qu'ils ont une très grande taille sous l'effet des interactions dipôle-dipôle entre les deux systèmes chargés. Ces interactions portent à des très grandes distances, et ce sont ces interactions qui directement réalisent le couplage entre les atomes, l'intrication entre eux, et permettent d'effectuer des expériences intéressantes. Alors cette physique s'est développée depuis une quinzaine d'années, d'abord sur le plan théorique, avec des propositions d'expériences très intéressantes, et depuis, je dirais, une dizaine d'années sur le plan expérimental. Ce qui fait qu'elles ont dû attendre cette période relativement récentes, c'est qu'elles sont basées sur la possibilité de manipuler des atomes ultra froids. Nous verrons qu'un des paramètres importants de l'expérience, c'est qu'il faut, pendant que les atomes de Rydberg interagissent, ils ne bougent pas. Sinon, on aura des effets de Moyen-Âge sur leur distance et des effets d'intrication entre les degrés de liberté interne et externe des atomes qui rendront ces expériences peu concluantes. Donc, un certain nombre d'expériences avaient déjà été réalisées il y a longtemps, au début des années 80, avec des atomes chauds à température ordinaire, mais ces expériences ne mettaient en évidence les effets que de façon qualitative. Et c'est pour ça donc qu'il a fallu attendre ces atomes de Rydberg froids pour réaliser les expériences dont je vais vous parler. Ces expériences constituant, je pense, un chapitre nouveau et très intéressant dans la physique du contrôle des particules quantiques isolées. Alors, avant d'aller plus loin et pour vous donner un petit peu une idée de ce type de physique, je vais essayer de rappeler et d'évaluer quelques ordres de grandeur et vous dire un petit peu de quoi il s'agit. Je vais commencer par considérer une situation très simple où vous avez deux atomes à deux niveaux, un niveau fondamental que je vais appeler G et un niveau de Rydberg très excité que je vais appeler R, les deux atomes étant à une distance de quelques microns. Donc une distance entre les deux atomes de quelques micromètres. Et je vais envisager une expérience très simple où on dispose de deux lasers qui permettent d'exciter de façon sélective soit un atome, soit l'autre.
donc un laser que je vais représenter en bleu, qui peut exciter le premier atome. Et pour l'exciter, il faut évidemment que la fréquence de ce laser corresponde à la fréquence de transition entre l'état fondamental et l'état de Rydberg en question. Une fois que cet état a été excité, eh bien, est-ce qu'on peut exciter un deuxième atome? Ce qui va se passer, c'est que pour exciter un deuxième atome, il va falloir déterminer quels sont les niveaux d'énergie du système constitué par les deux atomes excités. Et il va se passer un phénomène très intéressant, qui est que l'excitation du premier atome dans un état de Rydberg va, par interaction dipôle-dipôle, modifier la position de l'énergie du second. Et donc le deuxième atome va avoir son énergie déplacée d'une quantité que je vais évaluer dans un instant, delta E, ce qui fait que le deuxième laser, qui est à la même fréquence que le premier, eh bien, il va être incapable d'exciter la transition de l'atome. Ceci, bien sûr, si la largeur de l'arrêt, qui est liée à l'intensité du laser utilisé, est petite devant le déplacement de fréquence induit par l'interaction entre les deux atomes. Et vous voyez que ce dispositif très simple, qui a été réalisé expérimentalement et que je décrirai plus en détail dans le cours, réalise ce qu'on peut appeler une dynamique conditionnelle. L'évolution de l'atome 2 dépend de l'état dans lequel on a préparé l'atome 1. Si l'atome 1 est dans son état fondamental, l'atome 2 peut être excité. Si l'atome 1 a été porté dans l'état excité, l'atome 2 ne peut pas l'être. Et la dynamique conditionnelle, c'est le phénomène qui est essentiel pour fabriquer des portes quantiques. Donc voilà un premier intérêt de ce type de physique, faire des portes quantiques, arriver à réaliser de l'intrication entre les atomes en jouant sur cette interaction dipôle-dipôle entre les atomes. Je vais vous donner un deuxième exemple maintenant, lorsqu'il s'agit de faire des expériences sur un petit ensemble d'atomes. Imaginez que vous avez dans un échantillon toujours de quelques microns s'étendant sur quelques microns, que vous l'excitez de façon uniforme avec un faisceau laser donc, qui recouvre l'ensemble de l'échantillon, faisceau laser qui excite la transition entre l'état fondamental et l'état de Rydberg. Ce qui va se passer évidemment, c'est que vous allez pouvoir exciter un atome dans l'échantillon, mais qu'une fois que cet atome sera excité, eh bien, le laser ne pourra plus en exciter d'autres à l'intérieur de ce petit volume. On dit qu'il y a blocage de l'excitation Rydberg, blocage qui est associé à ce déplacement de fréquence induit par le premier atome. Alors ça paraît un effet extrêmement simple, c'est effectivement un effet simple, mais qui a des conséquences extrêmement importantes. Ceci, si vous y réfléchissez, est un effet d'optique non linéaire au niveau d'un seul photon. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que le milieu est capable d'absorber un photon pour exciter un premier atome, mais une fois qu'un photon a été absorbé, il ne peut pas en absorber un second. Donc c'est vraiment le système est saturé par un seul photon. Alors qu'en physique, en optique ordinaire, la saturation d'un milieu par une onde optique, eh bien, elle nécessite des intensités beaucoup plus grandes. Et à partir du moment où on peut saturer le milieu avec un seul photon, des tas de possibilités d'optique non linéaire s'ouvrent. Si on dispose de plusieurs faisceaux laser, on peut s'arranger pour qu'un photon contrôle ou non le passage d'un autre photon dans le milieu. C'est ce qu'on appelle l'interaction photon-photon, mais sous l'effet de la médiation du milieu. Et cette interaction photon-photon est vraiment un des buts recherchés par l'optique non linéaire depuis très longtemps. Il existe d'autres dispositifs qui peuvent la réaliser, en particulier lorsque on opère sur un milieu dans une cavité, cette fois-ci non pas dans le domaine micro-ondes, mais dans le domaine optique. Des expériences d'interaction photon-photon sont faites en électrodynamique en cavité, mais vous voyez qu'ici, on peut réaliser ces expériences sans cavité, dans l'espace libre, en tenant compte de l'interaction extrêmement forte qui s'exerce entre les atomes de Rydberg lorsque deux atomes sont excités dans le milieu. Une autre caractéristique ici, c'est que les états que l'on obtient sont des états collectifs. Vous voyez que je dis qu'un seul atome de Rydberg est excité, mais comme tous ces atomes voient le rayonnement de façon symétrique, en fait, ce qu'on prépare, c'est une superposition d'atomes dans lesquels une seule excitation est partagée de façon collective par l'ensemble du milieu. On a un atome excité, mais cet atome est délocalisé dans le milieu, et ces états sont des états fortement intriqués, des états collectifs qui peuvent jouer un rôle important
en physique, en particulier en information quantique. Et je reviendrai là-dessus dans la suite du cours. L'autre question qu'on peut se poser maintenant, c'est quels sont les ordres de grandeur? Pourquoi est-ce que ces effets sont intéressants dans des atomes de Rydberg? Et pour cela, je vais simplement faire une très simple évaluation de l'interaction dipôle-dipôle entre deux atomes. Si vous avez deux atomes à la distance r l'un de l'autre, eh bien, le premier atome va typiquement être capable de porter un dipôle égal à Q à 0, où A0 est le rayon de bord et Q la charge de l'électron. Et l'interaction dipôle-dipôle, je reprendrai ça de façon plus détaillée dans la suite, c'est évidemment le produit des dipôles, c'est-à-dire Q à 0 au carré, divisé par, donc il y a 4 pi epsilon 0, et divisé par le cube de la distance. Donc voilà typiquement l'interaction entre deux dipôles à une distance r, le terme qui va apparaître dans le Hamiltonien d'interaction de ces deux dipôles. Je vais un petit peu modifier cette expression. Q2 sur 4 pi epsilon 0, on l'appelle E2 pour simplifier. Je peux diviser par A0 et je vais avoir un terme A0 sur R au cube. Mis sous cette forme, on voit tout de suite qu'on a les bonnes dimensions. E2 sur A0, c'est une énergie, et le terme A0 sur R au cube est sans dimension. Quel est l'ordre de grandeur? E2 sur A0, c'est l'énergie d'un atome d'hydrogène essentiellement, et traduit en unité de fréquence, ça correspond aux fréquences optiques d'un atome d'hydrogène, c'est typiquement 3 10 puissance 15 Hertz. Supposons que les deux atomes se trouvent à une distance R de 10 microns, qui est typiquement le genre de distance que je considérerais dans les expériences que je vais décrire. Qu'est-ce que c'est que A0 sur R au cube? A0, c'est 5 10 moins 11 mètres. R, c'est 10 moins 5 mètres. Donc ici, j'ai quelque chose qui est 5 10 moins 6 au cube. 5 10 moins 6 au cube, c'est à peu près 10 moins 16. 3 10 puissance 15 par 10 moins 16, vous voyez qu'on arrive à des ordres de grandeur très simples, c'est une fraction de Hertz. Donc vous voyez que pour deux atomes dans leur état fondamental, cette interaction est extrêmement faible. Bien qu'elle soit faible, les expériences de physique atteignent une sensibilité telle que ces interactions dipôle-dipôle, par exemple entre ions piégés ou dans des horloges atomiques où plusieurs ions se manifestent, vont être des interactions dont il va falloir tenir compte dans des expériences de très grande précision. Mais évidemment, ces 0,3 Hertz rendent absolument impossible le type d'expérience que je vous décrivais tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si vous remplacez ces atomes dans leur état fondamental par des atomes de Rydberg? Eh bien, vous allez multiplier A0 par n au carré, où n est le nombre quantique principal, et vous voyez que vous allez gagner un facteur n puissance 4 pour cet effet. Si vous prenez n égale 100, vous arrivez dans le domaine de 30 MHz. Vos 0,3 Hz sont devenus 30 MHz, et vous voyez maintenant que vous avez des interactions qui sont extrêmement fortes entre les deux atomes. Et si vous utilisez un laser qui a une fréquence de Rabi de l'ordre du mégahertz, c'est-à-dire qui est capable d'exciter les atomes en une microseconde, eh bien, vous aurez l'effet dont je vous parlais tout à l'heure. Suivant qu'un atome est excité, l'autre pourra l'être ou non. Et cette opération agira en un temps de l'ordre d'une microseconde, puisque c'est la fréquence de Rabi correspondante. Donc on a des interactions à l'échelle de la microseconde qui sont conditionnées par l'excitation d'un atome ou de l'autre. Mais vous voyez tout de suite aussi qu'il faut que les atomes soient froids, parce qu'il ne faut pas qu'ils bougent de plus d'une fraction de micromètre pendant une microseconde, et ça, ça donne des vitesses de l'ordre d'une fraction de mètre par seconde, c'est-à-dire la physique des atomes ultra-froids. Donc je voulais commencer cette introduction par rappeler ces ordres de grandeur un petit peu, et je vais maintenant essayer de dire des choses un peu plus précises sur ces atomes de Rydberg. Donc, ce qui rend cette physique possible, c'est qu'on a affaire à des atomes dont les propriétés physiques sont très exagérées. Je vous rappelle comment on prépare ces atomes. On part d'un atome dans l'état fondamental et à l'aide d'un ou plusieurs lasers, suivant la disposition des niveaux, on porte un des électrons sur une orbite de valence de grande dimension. Le reste, c'est le cœur constitué par le noyau et les Z-1 électrons restants. Le cœur a une charge unique, et l'électron de valence qui tourne très loin voit cette charge unique avec une très bonne approximation comme la charge d'un proton. Et donc, on a affaire à un système hydrogénoïde qui, avec une très bonne approximation, se comporte comme un atome d'hydrogène.
Alors, pour l'atome d'hydrogène, la formule de Rydberg dit que l'énergie, c'est la constante de Rydberg divisée par n au carré, où n est le nombre quantique principal. Donc ici, vous avez le Rydberg, le nombre quantique principal, qui, suivant les expériences, va prendre des valeurs de quelques dizaines à la centaine. Et puis, vous avez un paramètre correctif delta, qui est la petite correction qui est due au fait que l'électron de valence ne voit pas exactement une charge ponctuelle, mais voit le cœur, qui est une petite distribution de charge. Et donc, l'écart par rapport à la charge ponctuelle est décrit par ce paramètre delta, qui est de l'ordre de l'unité pour des petits moments angulaires, qu'on appelle le défaut quantique. Alors, j'insiste là-dessus parce que ce défaut quantique, comme vous allez le voir, va jouer un rôle important dans la suite, parce qu'il détermine si les niveaux de Rydberg que l'on va être amené à considérer sont dégénérés ou non. Et suivant qu'ils sont dégénérés ou non, l'interaction dipôle-dipôle va prendre des formes différentes. En cas de dégénérescence, on va avoir des phénomènes de résonance qui vont exalter cette interaction dipôle-dipôle. Donc la propriété générale qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit d'atomes ressemblant à l'hydrogène, de très grande taille, de très longue durée de vie. Alors l'atome évidemment a une durée de vie infinie, mais ce que je veux dire là, c'est que les niveaux excités ont une longue durée de vie parce que l'électron tourne sur une grande orbite avec une accélération faible, et surtout que ces atomes sont extrêmement sensibles aux perturbations extérieures, au rayonnement micro-ondes, ce sont les expériences dont je vous parlais au cours des années précédentes, et également, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, aux interactions entre atomes. Alors ces atomes, on a commencé à les étudier il y a très longtemps, et en fait toute ma carrière s'est déroulée, si j'ose dire, à l'ombre de ces atomes de Rydberg. Je commençais à m'intéresser à ces atomes dès les années 70, et ils ont fasciné les spectroscopistes parce que le développement des lasers a rendu à cette époque possible la manipulation, l'excitation et l'étude de ces atomes. Et je me rappelle, lorsque j'ai commencé à m'y intéresser dans les années 70, que j'étais fasciné par le fait que ces atomes, on les avait en fait détectés d'abord en radioastronomie. Les radioastronomes donc, ont des antennes qui permettent de détecter du rayonnement autour des fréquences de quelques gigahertz. Ici, c'est un spectre autour de 5 gigahertz, qui est typiquement l'ordre de grandeur des fréquences intervenant lorsqu'on étudie le rayonnement cosmologique, par exemple. Et vous voyez qu'il y a des raies très fines que l'on observe ici et qui ont pu être identifiées. Ici, vous voyez sur la droite 3 raies qui correspondent aux transitions entre les états n égale 110 et n égale 109 d'un système hydrogénoïde. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez dans l'espace des ions d'hydrogène, c'est-à-dire des protons, des ions d'hélium plus et des ions carbone plus, et des électrons libres se recombinent, et ils se recombinent sur des orbites de grande dimension qui ensuite cascadent par émission de photons de radiofréquence pour retomber sur des orbites plus basses. Alors vous avez en particulier beaucoup d'éléments légers, puisque ce sont les éléments les plus abondants dans l'univers en raison de la nucléosynthèse. Ici, l'hydrogène, l'hélium et le carbone. Vous voyez par exemple ici une raie, la raie n égale 110, 109 de l'hydrogène, celle de l'hélium et celle du carbone. Elles sont très voisines parce que les fréquences ne diffèrent que par l'effet de masse. La constante de Rydberg dépend de la masse réduite de l'électron, et cette masse réduite varie parce que la masse du cœur change lorsqu'on passe de l'hydrogène à l'hélium et au carbone. Mais elles sont voisines, et vous voyez que les intensités renseignent. L'hydrogène est beaucoup plus abondant que l'hélium ou que le carbone, et on le voit très bien ici. À gauche, vous avez 2 raies correspondant cette fois-ci à une transition directe delta n égale 2 de 139 à 137, celle de l'hydrogène et celle de l'hélium. Et vous voyez que ces expériences permettaient d'avoir des informations sur l'abondance des éléments dans l'univers, sur les mécanismes de recombinaison et par la largeur des raies sur les perturbations. Ces raies sont très sensibles aux champs électriques et magnétiques, et on peut, à partir de l'étude de ces raies, avoir des renseignements sur l'environnement dans l'espace interstellaire. Donc, cette physique des atomes de Rydberg, elle a commencé à l'extérieur du laboratoire. Je vous montre ici un dessin que j'avais fait moi-même pour la revue de la recherche, qui en 1978 avait fait écrire un premier article sur la physique des atomes de Rydberg, et je voulais insister sur leur taille. Et donc, à main levée, j'avais dessiné, donc ce n'est pas très artistique, mais voilà, la fonction d'onde de l'état 30S de l'hydrogène. Donc, elle a une symétrie sphérique, c'est la solution de l'équation de Schrödinger qui représente une onde stationnaire avec 29 nœuds et ventres à partir du cœur de l'atome. Et vous voyez qu'elle s'étend sur une distance typique de l'ordre de 100, du millier d'angstrom. Vous avez 100 angstroms ici. Donc, c'est un très gros atome. Et pour montrer que c'est très gros, j'avais mis ici quelque chose qui
est le virus de la mosaïque du tabac, ici la molécule d'ADN. Et en fait, j'ai beaucoup exagéré parce que l'atome d'hydrogène dans l'état fondamental, on ne le verrait pas à cette échelle. Donc vous voyez qu'il s'agit de très gros systèmes, et ces très gros systèmes sont très peu liés, très sensibles. Et donc on sentait déjà, donc, il y a 35 ou 40 ans, qu'on pourrait faire des tas de choses avec eux. Mais évidemment, la technologie pour vraiment faire les expériences dont je vais vous parler aujourd'hui manquait. Mais on s'est pas mal amusé avec ces systèmes, et je vais vous en donner un autre exemple ici. On s'est demandé, à cette époque-là, on s'est dit que ce serait joli de faire une expérience où on va mettre directement en évidence la taille de ces atomes. Est-ce qu'on ne peut pas les mesurer carrément avec quelque chose qui ressemble à une règle? Et on a fabriqué une passoire à atomes. Donc vous voyez que c'est une petite feuille, c'est une feuille métallique très mince dans laquelle sont percées des fentes qui font 2 microns de large, 10 microns de long, une vingtaine de microns de long, et 3 microns d'épaisseur. Et donc on a placé cette fente devant un jet atomique d'atomes de sodium, et à l'aide d'un laser, on a excité ces atomes de sodium dans un niveau de Rydberg. Et en changeant la fréquence du laser, on peut exciter des états de taille variable, et en balayant la fréquence du laser, on a excité des états N, D, avec le nombre quantique principal variant de 23 à 65. Et comme la taille des atomes varie comme le carré de N, vous voyez qu'on a exploré une gamme assez large de taille. Et l'expérience est très simple. On laisse les atomes traverser cette passoire, et ensuite on les ionise à l'aide d'un champ électrique, et on compte les atomes qui ont survécu à la traversée. Donc en fait, on regarde quelle est la transmission de ces atomes en fonction de leur taille. Et le résultat de l'expérience est montré ici. Vous voyez qu'on a porté ici, donc voilà les fentes de 2 microns, les points expérimentaux, et vous voyez que la transmission décroît linéairement avec la taille, qui est le carré du nombre quantique principal, et on a une coupure autour de n au carré égale 4000, donc 4000 fois 0,5 angstrom, 4000 fois 0, c'est à peu près 2000 angstrom, c'est 0,2 micron. Et vous voyez que la coupure intervient pour une taille de l'atome qui est à peu près 1/10 de la dimension des fentes. Donc les atomes ne passent pas géométriquement, ils ne passent que s'ils sont relativement loin, et on est arrivé à interpréter au moins qualitativement cela simplement en remarquant que l'électron de valence, qui est très peu lié, commence à voir ces images électriques dans le métal des fentes, et cet effet crée une force qui ionise l'atome bien avant qu'il ait atteint le détecteur. Et cet effet permet d'expliquer pourquoi il faut que les atomes soient beaucoup plus petits. Donc vous voyez que déjà dans ces expériences, on commençait à sentir, en fait, l'interaction avec le métal est une interaction dipôle-dipôle. C'est l'interaction essentiellement de l'atome avec son image électrique dans le miroir, dans les parois de la fente. Et donc cette expérience est déjà une première illustration de la taille des atomes. L'effet géométrique est très net aussi. Vous voyez que ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a incliné les fentes par rapport à la normale au G, et comme les fentes font 3 microns d'épaisseur, en inclinant comme ça, on referme la largeur effective des fentes, et on arrive ici à des fentes qui ont une largeur effective de 1 micron, et effectivement la transmission s'arrête avec une taille 2 fois plus petite. Donc vraiment c'est un effet géométrique, et cette expérience qu'on avait publiée en 1983 est une expérience un peu amusante qui montre vraiment qu'on peut relier la taille de ces atomes à des objets quasi macroscopiques. Donc voilà quelques remarques sur cette préhistoire de l'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je vais reprendre la préhistoire encore beaucoup plus loin. Et donc j'ai ici indiqué quelques dates typiques pour qu'on voit comment a évolué cette histoire des atomes de Rydberg jusqu'à aujourd'hui. D'abord, évidemment, tout a commencé même avant que l'on sache ce qu'étaient les atomes, puisque c'est Rydberg qui, à la fin des années du XIXe siècle, a établi la formule empirique numérique qui permet de déterminer la position des raies impliquant les états très excités. C'est pour ça qu'on les appelle des atomes de Rydberg. En 1913, Bohr a établi le modèle de l'atome qui est basé sur des états de Rydberg. En fait, la théorie de Bohr s'applique à des atomes de grandes dimensions sur des orbites circulaires, et cette théorie donc, est basée sur le principe de correspondance qui dit que lorsque les nombres quantiques sont grands, des arguments classiques permettent de déterminer les propriétés des systèmes. Il a juste introduit la quantification du moment angulaire, j'en reparlerai plus tard, mais donc il a finalement décrit un modèle semi-classique d'un atome de Rydberg. Ensuite, il s'est passé pas mal de temps avant que la physique atomique évolue. Dans les années 30, il y a eu des premières expériences de spectroscopie où l'on regardait la position des raies de Rydberg excitées par des lampes ou des décharges dans des gaz dans lesquels il y avait une forte pression, donc des gaz d'atomes alcalins, excités en présence de gaz rares sous forte pression.
et on s'était rendu compte que les raies étaient déplacées. Et une première explication avait été donnée par Fermi, où il expliquait les propriétés collisionnelles de ces gros atomes. Et en particulier, il avait écrit un papier en disant que lorsque la pression devient suffisamment grande, à l'intérieur de cette énorme orbite, il y a des petits atomes de gaz rare. Et en fait, l'électron de l'atome de Rydberg se déplace dans un espèce de milieu diélectrique qui est constitué par les atomes qui le pénètrent. Et je me souviens que j'avais lu ces papiers qui m'avaient été signalés dans les années 70, et j'avais été vraiment intéressé par cette idée qu'on pouvait faire de la physique atomique dans ces conditions avec ces ordres de grandeur inhabituels. Je cite ensuite les expériences d'observation de raies en astronomie, dont j'ai déjà parlé, mais la vraie révolution pour les physiciens, en particulier les atomistes, est venue dans les années 70, lorsque les lasers à colorants se sont développés. Vous voyez qu'il faut absolument des lasers pour faire ces expériences, parce que les raies qui relient l'état fondamental aux états de Rydberg ont des forces oscillateurs très faibles. J'en reparlerai plus tard. Donc avec une lampe classique, la probabilité d'exciter des états de Rydberg est petite. D'autre part, ces lampes classiques ont des spectres larges et donc elles sont incapables de discriminer les raies très voisines et faire de la spectroscopie ayant un intérêt de précision acceptable. Et dès que les lasers se sont développés, beaucoup de groupes se sont précipités sur ces expériences et pour étudier les défauts quantiques, la position des niveaux d'énergie, les effets Stark, c'est-à-dire perturbation par des champs électriques, l'effet Zeeman, perturbation par des champs magnétiques. Et on a été amené à mettre au point des méthodes de préparation de ces atomes, donc comment les exciter par des lasers, des méthodes de détection de ces atomes, en particulier les détecter par ionisation, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Et parmi les différents groupes qui se sont intéressés à ça, j'en ai cité ici 3. Il y a le groupe de Daniel Kleppner à MIT qui a vraiment joué un rôle de pionnier pour la mise au point de beaucoup des techniques que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu le groupe de Tom Gallagher qui travaillait au SRI, au Stanford Research Institute dans les années 70 et qui maintenant est en Virginie et qui était un spécialiste de cette physique, et je vous parlerai des expériences qu'il a réalisées à ce moment-là. Et puis notre groupe de l'ENS qui a participé à cette période qui était vraiment excitante. À partir du début des années 80, on a commencé en particulier à l'ENS à s'occuper du couplage de ces atomes au micro-ondes. On a remarqué donc qu'il y avait un très fort couplage au micro-ondes et que ça permettait de faire des expériences d'électrodynamique intéressantes. Et là, encore 3 groupes ont joué un rôle important. Le groupe de Kleppner, le groupe de Herbert Walter à Garching et notre groupe à Paris. C'était le début de l'électrodynamique en cavité qui a fait l'objet de plusieurs cours des années précédentes. Et puis, pendant toute la période des années 90 et 2000, nous avons exploité ces propriétés en couplant des atomes de Rydberg circulaires à des cavités de très grands facteurs de qualité pour faire de l'information quantique. Et donc, je ne reviendrai pas là-dessus, ça a été vraiment pour nous la grande époque de cette physique. Alors, ce dont je vais parler essentiellement dans ce cours, c'est ce qui s'est produit ensuite. Autour des années 2000, plusieurs propositions théoriques très intéressantes, en particulier par le groupe de Peter Zoller à Innsbruck, de Michal Lukin à Harvard, travaillant ou indépendamment ou ensemble, ont proposé donc d'utiliser les interactions entre atomes de Rydberg pour faire de l'information quantique, suivant les idées générales que je vous ai présentées tout à l'heure et des idées encore beaucoup plus subtiles dont je parlerai plus tard, et pour étudier des nouveaux états de la matière en physique mésoscopique. Si on fabrique des systèmes dans lesquels des atomes de Rydberg à des distances contrôlées interagissent entre eux, on fabrique des systèmes fortement corrélés dans lesquels on peut contrôler l'interaction avec l'idée qu'on peut observer des phases nouvelles, des effets quantiques intéressants, et j'en parlerai également. Une autre approche, c'est celle de l'optique non linéaire, utiliser le blocage Rydberg pour coupler des photons entre eux de façon intéressante pour copier des états de la matière sur de la lumière et inversement. Donc ça a d'abord été des propositions théoriques, mais ensuite, à partir des années 2005-2006, des expériences sont venues illustrer cela, et donc on a eu une véritable renaissance de la physique des atomes de Rydberg, avec de nombreuses expériences sur les atomes froids excités dans les états de Rydberg, en information quantique, en optique quantique et en physique mésoscopique. Et je vais essayer de vous parler de cela, aussi bien dans les cours qu'à l'occasion des séminaires, puisque j'ai invité un certain nombre de spécialistes de cette physique travaillant dans différents laboratoires. Si vous voulez des références, j'ai ici mis d'abord 2 références
qui porte sur la période un peu historique des années 80. Il y a un papier de Dan Kleppner et ses collègues dans le Scientific American, dont j'ai pris quelques illustrations, comme je vous montrerai plus tard, qui est intéressant parce qu'il décrit un petit peu quel était l'état d'esprit à ce moment-là. Et puis il y a un livre beaucoup plus détaillé, publié en 1994 par Tom Gallagher, qui s'appelle simplement Rydberg Atoms, et qui décrit donc la physique de ces atomes jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Et puis pour la période plus récente, en particulier dans le domaine de l'information quantique, il y a une revue de Reviews of Modern Physics par Safman, Walker et Møllmer, qui contient un grand nombre de références et qui est intéressante. Et en fait, Klaus Møllmer sera l'un des conférenciers qui viendra vous faire un séminaire dans quelques semaines. Alors, quel va être le plan de ce cours? Donc, dans cette première leçon, je fais une introduction. Je vais maintenant parler un petit peu d'information quantique, vous rappeler des notions élémentaires que j'avais décrites dans les cours précédents et montrer comment, de façon qualitative, l'interaction entre atomes de Rydberg est un moyen pour intriquer des atomes, réaliser des portes, etc. Et puis ensuite, je terminerai la leçon par un rappel très simple sur la description de ces atomes de Rydberg dans une approche semi-quantique et classique. Donc j'ai écrit des feuilles de... vous avez cette description dans vos feuilles de notes. Si je n'ai pas le temps de les développer jusqu'au bout, ce n'est pas grave. C'est vraiment un cours élémentaire, un rappel élémentaire sur la physique atomique et de la physique quantique. La deuxième leçon, je parlerai de façon plus spécifique des atomes de Rydberg dans des champs extérieurs statiques. Donc l'effet Stark qui joue un rôle important dans ces expériences parce qu'il permet de balayer de façon continue les fréquences de résonance des atomes, de les mettre en résonance les uns avec les autres et donc de contrôler leurs interactions. Et également les propriétés de ces atomes dans des champs rayonnants, quelles sont leurs propriétés d'émission et d'absorption de lumière qui sont évidemment essentielles pour tout ça. Je parlerai des durées de vie, je parlerai des lois d'échelle et des propriétés exagérées de ces états en les quantifiant, et je décrirai des expériences, essentiellement à ce moment-là, des expériences qui sont déjà anciennes, mais qui ont joué vraiment le rôle de pionniers dans cette physique. Dans la troisième leçon, j'aborderai vraiment de façon précise les interactions entre ces atomes. Je parlerai des interactions van der Waals entre atomes de Rydberg, dans le cas résonant et dans le cas non résonant. Je décrirai les premières expériences qui ont étudié ces interactions, en particulier dans des collisions binaires entre deux atomes de Rydberg, collisions résonantes. Je parlerai de la spectroscopie qui s'est effectuée à cette époque-là dans un gaz dense d'atomes de Rydberg, mais sur des atomes qui étaient en mouvement et donc où seulement des effets moyens pouvaient être observés. Et puis je décrirai des expériences plus précises où des atomes de Rydberg peuvent être couplés à leur image dans un miroir. Et là, il s'agit de l'interaction dipôle-dipôle, non pas entre deux atomes indépendants, mais entre deux atomes qui sont corrélés par la nature même de l'expérience, puisque l'autre atome est l'image du premier. La quatrième leçon, alors elle rentrera vraiment dans le vif du sujet moderne de cette physique. Je montrerai comment le blocage Rydberg dans un système de deux atomes permet de faire beaucoup d'expériences intéressantes. Une réalisation expérimentale de portes quantiques et également une mesure quantitative de cette interaction de van der Waals entre deux atomes en fonction de la taille des atomes et en fonction de leur distance. La cinquième leçon, je parlerai plutôt des effets mésoscopiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on excite un ensemble d'atomes à l'aide et qu'on exploite le blocage Rydberg pour répartir une excitation collective entre plusieurs atomes, pour préparer et étudier ce qu'on appelle des cristaux quantiques, dans lesquels des atomes de Rydberg sont excités à des distances bien déterminées les uns des autres, et comment on peut essayer d'appliquer tout cela à des processus d'information quantique où l'information serait stockée non pas dans un seul atome, mais dans une excitation collective qui est répartie entre plusieurs atomes. Et la sixième leçon étudiera de façon plus spécifique l'optique non linéaire, dans laquelle donc, on exploite les effets de blocage Rydberg, suivant les idées générales que je vous ai données tout à l'heure, pour réaliser des expériences d'interaction photon-photon, avec également des applications possibles à l'information quantique. Et pour ces expériences, on exploite ce qu'on appelle la transparence électromagnétiquement induite, le fait qu'en envoyant deux faisceaux laser dont les fréquences sont convenablement agencées, on peut rendre le milieu transparent pour un des lasers lorsqu'on applique le second, qui est un laser de contrôle, et cet effet de transparence peut être contrôlé par des atomes de Rydberg, et c'est la combinaison de la transparence électromagnétiquement induite et du blocage Rydberg qui donne toute cette richesse et cette physique qui se développe maintenant très vite
dans de nombreux laboratoires. Quelques mots sur les séminaires. Donc voilà la liste des séminaires, je ne vais pas la passer en revue de façon détaillée. J'ai voulu que l'ensemble des séminaires portent plus ou moins sur ce sujet de la physique des atomes de Rydberg. Le premier, donc, par le professeur Pierre Delsing, qui est ici, et qui aura lieu tout à l'heure, va nous parler de propagation de photons et de phonons en présence, non pas d'atomes de Rydberg, mais d'atomes artificiels, des atomes qu'on réalise à l'aide de jonctions Josephson, qui sont des systèmes quantiques à deux niveaux, et qui imitent en quelque sorte les propriétés d'atomes, et en particulier à cause de leur grand couplage avec les radiofréquences d'atomes de Rydberg. Cette physique qu'on appelle la physique de l'électrodynamique des circuits se développe extrêmement rapidement depuis quelques années, et donc nous allons en avoir une très belle illustration par le séminaire qui aura lieu tout à l'heure. Bon, donc je voudrais maintenant aborder un petit peu de façon plus précise le vif du sujet, et je vais dans une première partie rappeler des notions essentielles sur l'intrication entre atomes et sur l'utilisation de cette intrication pour faire de l'information quantique, et dire en quelques mots comment les interactions entre atomes de Rydberg peuvent être utiles dans ce type de physique en le comparant à des expériences que je vous avais déjà décrites dans les années antérieures. Alors, quelles sont les différentes façons de contrôler l'interaction entre deux atomes? Et dans chaque atome, on isole deux niveaux de façon à constituer ce qu'on appelle des qubits. Alors, je vais vous donner simplement trois exemples. L'exemple des ions piégés. Alors, les ions piégés, comme vous le savez, on réalise des pièges avec des configurations d'électrodes qui confinent les électrons, par exemple ici, suivant une ligne, à l'aide des électrodes que vous voyez représentées là. Les électrons sont dans un piège et ils interagissent. Les ions sont dans un piège et ils interagissent les uns avec les autres à cause de la force de Coulomb en 1 sur R. Et cette force de Coulomb, elle fait que cet ensemble collectif d'ions va avoir des modes de vibration. Si vous poussez un des ions, il va pousser les autres, et donc vous avez une chaîne qui va avoir différents modes de vibration. Il y a un mode qui est très simple, qui est le mode du centre de masse, où tous les ions bougent ensemble, en gardant une distance constante. Et puis, il y a des modes en accordéon, où les ions se déplacent en opposition de phase. Et ces différents modes ont des fréquences différentes, et on peut donc les exciter avec des lasers de fréquences bien déterminées de façon sélective. Et on utilise des lasers qui peuvent adresser, par exemple, dans le cas le plus simple, les ions individuellement pour manipuler l'état interne de chaque ion et pour exciter des modes collectifs de vibration. Et on peut, à l'aide de cette excitation, comme je vais vous le montrer, faire que les ions se parlent les uns aux autres. Deuxième type d'expérience, les atomes neutres froids. Donc vous savez qu'on peut réaliser des configurations piégeantes en faisant interférer des faisceaux laser, et on peut piéger des atomes froids dans le potentiel optique périodique constitué par ces réseaux de lasers interférant les uns avec les autres, et on peut réaliser des structures dans lesquelles on a par exemple un atome par piège, et si on veut faire interagir des atomes, on peut, en modifiant les pièges, s'arranger pour que deux atomes qui étaient dans des pièges voisins se retrouvent dans un piège donné pendant un certain temps et se séparent ensuite. Et pendant le temps où ils sont dans le même piège, ils interagissent entre eux, et on peut donc réaliser de l'intrication de cette façon-là. Je vous avais donné il y a quelques années des exemples de ce type d'expérience. Donc, atomes neutres froids, piégeage optique et collision contrôlée d'atomes froids. Troisième type d'expérience, juste pour mémoire, ce sont celles dont j'ai parlé longuement. Atomes de Rydberg circulaires couplés à une cavité, donc ils traversent la cavité un à un, et les atomes se couplent entre eux par échange de photons. Et donc on a de l'intrication indirecte des atomes par échange de photons. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? D'abord, on peut faire des portes quantiques, et je vous rappelle sur le transparent suivant le principe d'une porte quantique, et de la porte quantique la plus simple, qui est ce qu'on appelle la porte de contrôle, la porte de phase, ou encore contrôle sigma z. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez deux qubits, un que j'ai représenté en bleu et l'autre en rouge. Ce premier qubit, c'est ce qu'on appelle le qubit contrôle, dont l'état va contrôler ce qui arrive à l'autre qubit qui est la cible, que j'ai mis ici en rouge. Et ce que le qubit de contrôle va faire, c'est contrôler une opération unitaire, qui est ici l'opération sigma z, sur le qubit sig. Alors attention, je crois qu'il y a une erreur dans les notes de cours, j'ai oublié le 1 ici. Sigma z, c'est la matrice 1-1, c'est l'opérateur qui ne change pas l'état du qubit 0 et qui simplement change le signe, c'est-à-dire déphase la fonction d'onde du qubit dans l'état 1
de pi, et puissance i pi égale moins 1. Et donc, le principe d'une porte, c'est que si ce qubit est dans l'état 0, eh bien, cette porte est désamorcée, rien ne se passe sur le qubit cible. Par contre, si le qubit est dans l'état 1, l'opération sigma z est appliquée au qubit cible. C'est très simple et je vous montrerai comment c'est réalisé expérimentalement. Mais on représente donc cette opération qui est l'opération sigma z sur la cible si et seulement si le contrôle est dans 1, sachant que le contrôle, lui, ne change jamais d'état. Quelle est la table, ce qu'on appelle la table de vérité de cette opération? Nous avons donc un système à 4 états logiques, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, et la matrice correspondante est très simple. Vous voyez, si le qubit contrôle est dans l'état 0, rien ne se passe sur la cible, et si le qubit contrôle est dans 1, la cible subit la transformation sigma z. Donc vous voyez que la matrice qui décrit l'évolution du système, c'est 3, 1 et 1, moins 1 sur la diagonale. Le fait qu'elle est diagonale veut dire que les états logiques ne changent pas. La seule chose qui se passe, c'est que dans un des états logiques, l'état 1, 1, la phase de l'état est déphasée de pi. Alors ça paraît être une transformation très anodine, mais en fait, c'est une transformation qui permet de créer de l'intrication. Et je vous en donne un exemple très simple ici. Imaginez que vous ayez préparé le qubit contrôle dans l'état 0 plus 1 et le qubit cible dans l'état 0 plus 1. Donc l'état initial n'est pas intriqué, c'est simplement la juxtaposition de deux qubits dans l'état superposition 0 plus 1. Mais maintenant, appliquons cette porte et exploitons la linéarité. Vous voyez que vous pouvez décomposer ça en 0 fois 0 plus 1, et donc là, il ne se passe rien sur le qubit cible, puisque l'état 0 ne produit aucune action sur la cible. Par contre, dans la partie 1, 0 plus 1 est transformé en 0 moins 1. Donc, vous voyez que l'effet maintenant est de créer l'état 0 fois 0 plus 1 plus 1 fois 0 moins 1. Et ça, c'est un état intriqué. Vous voyez que les deux qubits bleus sont deux états orthogonaux. Les deux qubits rouges, le qubit bleu est à la fois dans l'état 0 et 1, et le qubit rouge est à la fois dans l'état 0 plus 1 et l'état 0 moins 1. Et cet état-là n'est pas séparable. Donc, vous voyez que la porte sigma z crée de l'intrication. Alors, elle a un autre intérêt, c'est qu'à partir de cette porte contrôle phase, on peut fabriquer une porte qui joue un rôle essentiel en information quantique, qui est le contrôle sigma x, qu'on appelle encore la porte C-note ou contrôle note. Et on transforme le sigma z en un sigma x. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est très simple. On repart de la même porte de contrôle de phase, mais maintenant, on agit sur le qubit cible avec deux opérations qu'on appelle les opérations de Hadamard, H. H étant simplement une rotation du qubit cible. L'opérateur H, c'est l'opérateur qui a cette matrice-là, qu'on peut encore écrire sigma z plus sigma x, qui décrit en fait une rotation. Vous savez que les qubits peuvent être représentés comme des spins, comme des petits moments angulaires, sur une sphère qu'on appelle la sphère de Bloch, et l'opération de Hadamard est simplement une rotation sur cette sphère de Bloch. Et vous voyez que si vous faites agir H sur sigma z, eh bien, c'est un exercice très simple, vous allez trouver sigma x. Et qu'est-ce que c'est que la matrice sigma x? C'est la matrice non diagonale qui représente le basculement, le passage de 0 à 1 et de 1 à 0. Et vous voyez donc que simplement en combinant la porte de phase avec des opérations sur le qubit cible, vous fabriquez maintenant une opération conditionnelle qui fait basculer le qubit cible seulement et si seulement le qubit contrôle est dans l'état 1. Et maintenant, la table de cette opération, c'est simplement 1, 1 dans les deux premiers cas, et puis ici, ce bloc-là est devenu le bloc sigma x. Et donc maintenant, vous avez une porte qui fait basculer le deuxième qubit seulement si le premier est dans l'état 1. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'en combinant des portes C-notes de ce genre ou des portes de contrôle phase avec des opérations à un qubit sur des systèmes de qubits aussi compliqués que vous voulez, on peut fabriquer, on peut réaliser n'importe quelle transformation unitaire sur les qubits. Et donc c'est ce genre d'architecture de combinaison de portes qui joue un rôle essentiel dans la théorie de l'information quantique, et j'en avais parlé déjà il y a très longtemps dans les premiers cours que j'avais fait il y a une dizaine d'années. Le point important, c'est que vous voyez qu'une porte réalise de l'intrication. Et on peut dire inversement que si vous avez un mécanisme qui permet d'intriquer deux atomes, ça veut dire qu'avec une petite transformation simple, vous pourrez transformer ce mécanisme d'intrication en une porte logique sigma z ou sigma x.
Alors, je vous rappelle comment on fabrique des portes dans des systèmes que nous avons déjà décrits. Comment est-ce qu'on peut intriquer deux atomes de Rydberg en électrodynamique en cavité? Alors, je vous rappelle le principe de l'électrodynamique en cavité dans le cas résonant. Vous avez un atome à deux niveaux qui rentre dans une cavité initialement vide. Vous avez l'atome excité et la cavité contient 0 photon. Et le système va en fait évoluer sous forme d'une superposition où cet état va être couplé à l'état où l'atome a émis un photon dans la cavité. Donc, il y a un phénomène d'oscillation quantique entre l'état dans lequel l'atome est excité et la cavité vide et l'état où l'atome est excité et désexcité et la cavité contient un photon. Et cette oscillation, c'est ce qu'on appelle l'oscillation de Rabi, qui est décrite par l'équation que vous voyez là. L'état le plus général, à l'instant t, c'est une superposition linéaire de E0, état excité, cavité vide, plus G1, état désexcité, cavité contenant un photon, avec des amplitudes qui dépendent du cosinus et du sinus d'un angle de Rabi, où oméga est la fréquence de Rabi. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour fabriquer de l'intrication? Je vous le rappelle simplement ici. Vous partez d'un atome excité, cavité vide, et vous vous arrangez pour que l'interaction dure exactement le temps qui correspond à une impulsion pi sur 2. C'est-à-dire que vous faites oméga t égale pi sur 2, ou encore oméga t sur 2 égale pi sur 4, et vous arrivez maintenant à une superposition à poids égaux de E0 et de G1. Et donc vous arrivez au système que j'ai décrit ici. Soit l'atome est excité et la cavité est vide, soit l'atome s'est désexcité et a émis un photon. Vous êtes dans une superposition linéaire de ces deux états. Donc vous voyez que ce que vous avez réalisé, c'est une intrication entre l'état de l'atome et l'état du photon. Une fois que vous avez fait ça, vous envoyez un deuxième atome qui, lui, est préparé dans l'état G et qui va interagir avec cet état. Alors vous voyez tout de suite ce qui va se passer. Si cet atome rentre dans la cavité vide, il ne va rien pouvoir faire. Il est dans l'état du bas, il n'y a pas de photon, il ne peut pas absorber le vide, donc il reste dans cet état. Le premier atome est déjà sorti, il est excité, donc vous avez cette partie-là de la fonction d'onde. Maintenant, si au contraire, cet atome interagit avec le photon qui est dans la cavité, et si le pulse que vous effectuez est un pulse pi, oméga t égale pi, il va absorber le photon et sortir de la cavité dans l'état excité. Et donc vous avez maintenant fabriqué une intrication entre les deux atomes. Et cette intrication, eh bien, elle a eu comme médiateur le champ de la cavité. Le champ de la cavité a permis aux deux atomes d'interagir indirectement et créer de l'intrication entre eux. Et donc c'est ce type d'opération qui, modifiée légèrement, conduit à la réalisation de portes quantiques en électrodynamique en cavité. Alors regardons maintenant ce qui se passe avec des ions. Et je vais vous décrire un atome générique pour réaliser des expériences d'information quantique avec des ions. On a besoin de coder le qubit dans deux états fondamentaux. Alors c'est par exemple deux états hyper fins de l'ion dans l'état fondamental, qu'on va appeler l'état plus et l'autre l'état moins, avec un langage de spin. Et puis il nous faut un troisième état, un état excité, que j'appelle ici F ou R quand il s'agira d'un état de Rydberg, qui est relié à l'état fondamental par une transition optique. Alors, à quoi sert la transition optique? Elle sert à plusieurs choses. D'abord, en excitant l'ion à partir de l'état fondamental sur la transition optique, on peut réaliser du pompage optique. On peut combiner l'absorption et la réémission avec l'émission spontanée pour préparer le qubit dans un état ou dans l'autre. C'est ce qu'on appelle le pompage optique. Et on peut également se servir de cette transition pour détecter l'ion. Si l'ion est dans l'état E, un cycle d'absorption et de réémission va se manifester par une fluorescence importante. Et si l'atome passe de E à G, comme l'état G n'est pas résonant, la fluorescence va être interrompue. Et ce sont ces sauts quantiques et ces interruptions de fluorescence qui sont les méthodes de choix pour détecter les ions de façon sélective. Donc la transition optique, c'est une transition qui sert à manipuler. Et elle sert également à refroidir l'ion, accessoirement. Si vous éclairez les ions avec une transition sur la bande latérale du piège dans lequel l'ion se trouve, vous allez évacuer des phonons et refroidir l'ion dans son état fondamental. Donc ça, c'est important. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans l'état fondamental? Vous avez ces deux niveaux et vous devez les manipuler et réaliser sur cet état fondamental l'opération unitaire la plus générale possible. Vous savez qu'un système de
qu'un système à deux niveaux est équivalent à un spin. Par exemple, l'état 1 correspond au vecteur pointant vers le pôle nord de la sphère de Bloch, l'état 0 vers le pôle sud, et l'état le plus général est un vecteur qui pointe dans une direction qui forme, avec les angles polaires θ et φ, j'ai représenté ici uniquement l'angle correspondant à la latitude θ, et vous voyez que si vous voulez préparer le spin dans cet état, qui est cette superposition de 1 et de 0, il suffit d'effectuer une rotation autour de OY d'angle θ qui donne cette équation. Et ces rotations, elles sont réalisées à l'aide d'impulsions micro-ondes dont la phase, l'amplitude et la durée sont contrôlées. Et vous voyez que ces impulsions micro-ondes, vous pouvez les réaliser soit directement, en général c'est une transition micro-ondes dans le domaine de quelques gigahertz pour des ions de structure hyper fine, une structure hyper fine entre deux niveaux, mais on peut également les réaliser avec deux lasers par effet Raman, lasers dont la différence de fréquence correspond à la transition, et si ces lasers sont cohérents entre eux, ils peuvent réaliser ce type d'opération. Alors, je vous ai donné ici un exemple très simple. Un cas particulier qui va jouer un rôle important, vous voyez que vous prenez une formule de ce genre et faites θ égale 2π. Si vous faites θ égale 2π, θ sur 2 vaut π, et vous avez cosinus π fois 1 qui est moins 1. Vous voyez que la rotation de 2π sur un qubit revient à changer le signe de la fonction d'onde du qubit. Et cette opération donc, est une opération qui va jouer un rôle important pour la réalisation de portes. Alors, qu'est-ce que ça donne si on veut analyser de façon un peu plus précise le couplage entre ions, qu'est-ce que ça va donner? Je vais vous rappeler ici rapidement la spectroscopie des ions dans un piège. Je considère d'abord que j'ai un seul ion dans le piège. L'ion a deux niveaux, un niveau que je vais appeler le niveau moins et un niveau que je vais appeler le niveau plus, et la transition du qubit, la transition de ces deux niveaux-là. Mais à chacun des états du qubit, on peut associer une échelle de niveau qui correspond aux états de vibration, donc l'état fondamental, et puis l'état à 1 degré de vibration, 2 degrés, etc. Et puis vous avez la même chose sur la deuxième échelle. Donc vous avez en fait le couplage de deux échelles de niveau correspondant aux différents états de vibration de l'ion dans le piège, associés aux états du qubit correspondant au spin pointant vers le bas et spin pointant vers le haut. Quand vous excitez optiquement cet ion entre les deux niveaux, soit directement, soit par une transition Raman, ce que vous faites, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est soit coupler les états qui ont le même nombre de quanta dans les deux états, c'est ce qu'on appelle une excitation sur la bande centrale, c'est-à-dire que vous vous contentez de mélanger les états du qubit sans toucher aux états de vibration, mais vous pouvez également exciter avec une intensité moindre une transition comme celle-ci, qui, vous voyez, fait non seulement basculer le qubit, mais qui ajoute un quanta de vibration dans le mouvement. Donc vous faites une excitation combinée de l'état interne du qubit et d'un état de vibration. Ceci à condition de travailler à une fréquence qui est plus grande que celle-ci. Et puis vous pouvez également faire l'opération inverse que je représente ici, qui consiste, alors je vais prendre une autre couleur, qui consiste à annihiler un quanta de vibration. Vous passez de l'état cubique moins avec 1 phonon à l'état cubique plus 0 phonon. Et ce sont ces opérations sur les bandes latérales qui permettent d'évacuer les phonons les uns derrière les autres et de refroidir le qubit dans son état fondamental. Donc, j'ai représenté ça aussi ici. Donc, j'ai représenté donc, les deux états de qubit, chacun avec son puits de potentiel et les états de vibration correspondants. Et je vous ai représenté ici. Donc, ça, c'est la fréquence du qubit, ça, c'est la fréquence du phonon. Et vous voyez que par effet Raman, on peut réaliser une opération où on va à la fois faire basculer le qubit et ajouter ou retrancher un phonon. Ces opérations sont extrêmement intéressantes parce qu'elles permettent d'intriquer les états internes du qubit avec la vibration. Et donc de réaliser quelque chose qui est strictement équivalent à ce que je vous décrivais tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait intriquer l'état de l'atome de Rydberg avec l'oscillateur quantique du champ. Ici, on intrique l'état interne de l'ion avec l'oscillateur mécanique correspondant à la vibration de l'ion dans le piège. Alors, cette situation devient particulièrement intéressante si vous avez plusieurs ions. Vous avez plusieurs ions dans un piège, et si vous adressez les ions, si vous interrogez les ions séparément. Vous voyez que vous pouvez, en excitant un des ions, intriquer cet ion
avec l'état de vibration collectif, et puis ensuite, en interrogeant le second ion, transformer cette intrication entre le premier ion et la vibration en une intrication entre les deux ions, suivant un processus qui est exactement le même que celui que je vous décrivais tout à l'heure. Donc, dans le cas d'une chaîne d'ions, le couplage peut s'effectuer entre deux ions, et en fait, la raison pour laquelle les deux ions sont couplés à grande distance, c'est que finalement, ils oscillent ensemble, et ils oscillent ensemble parce qu'ils interagissent en 1 sur R. Donc, c'est cette interaction coulombique en 1 sur R qui permet de réaliser ces portes quantiques. Et je vais vous en donner un exemple très simple ici. Donc, 2 qubits. Le bleu, initialement, est dans l'état de spin moins. Le rouge, initialement, est dans l'état de spin plus. Alors, j'essaie de représenter symboliquement ça de cette façon-là. Et ils sont au départ dans l'état fondamental de vibration. C'est-à-dire qu'ils sont, si c'était classique, ils ne bougeraient pas. En fait, ils sont maintenus à une distance parce qu'ils se repoussent. Et puis, ils ont un mouvement de point zéro parce que ce sont des particules quantiques. Et le premier état de vibration, c'est un état donc, qui a une énergie plus grande. Et je prends l'état où, par exemple, les deux ions bougent ensemble. C'est ce qu'on appelle le mode du centre de masse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut réaliser l'expérience? Vous partez de l'état fondamental. L'ion bleu a son spin pointant vers dans l'état moins. L'ion rouge a son spin pointant vers le haut. Et vous excitez le premier ion avec une impulsion π sur 2 sur une bande latérale. C'est-à-dire que vous voulez à la fois exciter l'ion, le faire passer de moins à plus, et puis exciter un phonon dans le système. Qu'est-ce qui va se passer? Si c'est une excitation π sur 2, vous allez, avec une probabilité 1,5, il ne va rien se passer. Et puis avec une probabilité 1,5, l'ion va basculer et un phonon va apparaître dans le système. Donc vous voyez que là, vous réalisez une situation où vous avez intriqué le qubit 1 avec la vibration collective. Et si vous voulez écrire la fonction d'onde, elle est représentée ici, vous avez le qubit 1 pointant vers le bas avec 0 phonon, plus le qubit 1 pointant vers le haut avec un phonon, et le qubit 2 qui est toujours vers le haut est séparable. Sa fonction d'onde interne est séparable puisque dans les deux états, il se trouve dans le même état quantique. Alors si on veut maintenant transformer ça en une porte entre les deux ions, en une intrication entre les deux ions, ce qu'on fait, c'est qu'on applique une impulsion π sur le deuxième ion. Alors, qu'est-ce que va faire cette impulsion π sur le deuxième ion? Elle va essayer de défaire le phonon, mais vous voyez que si vous agissez sur cette partie de la fonction d'onde, vous n'avez pas moyen de défaire le phonon parce que vous en avez déjà 0. Vous ne pouvez pas passer à moins 1 phonon, ça n'existe pas, donc il ne se passe rien sur cette partie de la fonction d'onde. Par contre, sur cette partie-là de la fonction d'onde, vous allez faire basculer l'ion et vous allez retomber dans l'état fondamental. Et si vous regardez le résultat, c'est que maintenant, le phonon a disparu et vous avez intriqué les deux ions. C'est exactement la même idée que celle que je décrivais tout à l'heure en électrodynamique en cavité, simplement le phonon a remplacé le photon. Et à partir du moment où vous savez faire ça, vous savez faire une porte. Une variante avec d'autres opérations sur un qubit réalise une porte de phase ou une C-note entre les ions. Et en fait, ça a été la proposition faite en 1995 par Chirac et Zoller, qui a déclenché toute la physique, toute la formation quantique sur les ions, et ce genre de porte a été réalisé de différentes façons. Donc vous voyez qu'on peut faire ça très facilement, enfin pas très facilement, on peut faire ça sur des atomes dans des cavités, et on peut faire ça avec des ions. Peut-on le faire avec des atomes de Rydberg? Alors je vais maintenant reprendre de façon plus précise les idées générales que je vous avais exposées tout à l'heure, et en compliquant un petit peu la situation. Donc je vous rappelle l'idée générale, vous excitez dans un gaz d'atomes de Rydberg avec un premier laser un atome, et puis vous essayez d'en exciter un second à côté, et à cause de l'interaction entre les atomes, que j'ai symbolisée par cette petite ellipse, eh bien, le deuxième atome ne peut plus être excité. Donc vous affectez l'excitation de l'atome 2 par le laser L2 à une distance de plusieurs microns par ce que vous faites sur l'atome 1. Et je vous ai donné les ordres de grandeur. On peut faire des interactions, des déplacements de plusieurs mégahertz, et donc on peut se livrer à ces opérations en un temps qui est l'inverse du mégahertz, c'est-à-dire la microseconde. Et la différence par rapport aux expériences avec les ions, c'est que maintenant, au lieu d'avoir une interaction en 1 sur R, on va avoir une interaction en 1 sur R3, ou même en 1 sur R6 si l'interaction n'agit qu'au deuxième ordre, donc des interactions qui décroissent beaucoup plus vite avec la distance. Mais on compense cela par le fait que, par l'augmentation de la taille de l'atome. Donc on peut
compenser le fait que les atomes, que l'interaction est à plus courte portée que l'interaction de Coulomb par l'exaltation de l'effet lié à la taille de l'atome. Alors je vais vous donner un exemple de porte, principe de porte entre deux atomes exploitant le blocage Rydberg-Rydberg. Alors maintenant, c'est un petit peu plus compliqué que le schéma de tout à l'heure parce qu'il me faut deux sous-niveaux fondamentaux. Je veux fabriquer un qubit dans l'état fondamental. Donc voilà les deux états du qubit et voilà l'état de Rydberg. Et voilà donc les trois états qui sont importants pour décrire le qubit contrôle. Et puis à côté de ça, vous avez le qubit cible qui est identique au qubit contrôle et que je représentais en rouge ici avec ces deux états 0 et 1 et son état de Rydberg. Et ils sont maintenus à une distance de quelques microns. Et là, je vais décrire dans le temps la succession des opérations que je vais effectuer sur le système. Je commence par un pulse pi agissant sur le qubit contrôle et qui va le porter dans l'état R si et seulement si le qubit contrôle est dans l'état 1. Donc j'ajuste la fréquence du laser pour exciter le qubit contrôle si et seulement si le qubit il est dans l'état 1. Vous voyez en particulier que si je pars de l'état 0, eh bien, la fréquence du laser n'est pas bonne et donc il ne se passe rien sur le qubit contrôle. Par contre, si le qubit contrôle est dans l'état 1, je peux exciter l'état de Rydberg pour le qubit contrôle. Alors qu'est-ce qui arrive maintenant sur la cible ? Bien, vous voyez que ce qui va se passer, c'est que si l'atome est dans cet état-là, la cible va subir le déplacement delta E dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc vous voyez que maintenant, sur la cible, l'excitation le déplacement de fréquence va bloquer l'excitation pour la cible. Et l'opération que j'effectue sur la cible, elle est symbolisée ici, c'est une impulsion 2π, c'est-à-dire une rotation complète du spin équivalent, donc une impulsion 2π sur la transition partant de l'état 1 de la cible, si et seulement si, bien sûr, l'état R est non déplacé. Donc vous voyez que si vous appliquez, dans le premier cas, si vous faites cette opération ici, vous allez effectivement avoir de façon résonante une oscillation 2π qui va vous prendre la cible de l'état 1 et vous le ramener à l'état 1 avec un déphasage de π, puisqu'il s'agit d'une rotation de π. Donc, dans ce cas-là, la cible va subir un déphasage de π. Par contre, si vous êtes parti de l'état 1 pour le contrôle, eh bien vous voyez que vous manquez votre cible, si j'ose dire, pour la cible, et cette opération-là n'a aucun effet parce qu'elle est fortement non résonante. Et donc voilà donc l'opération conditionnelle. Alors on n'a pas tout à fait terminé parce que vous voyez que dans le cas que j'ai présenté ici, le contrôle est porté dans l'état de Rydberg. Or, la règle pour une porte, c'est que le contrôle doit se retrouver dans le même état à la fin. Alors pour faire cela, on a peut-être une dernière opération. Donc, on a réalisé un déphasage de la cible dans 1 si et seulement si le contrôle est dans 0. Et puis on termine en ajoutant un pulse pi pour le contrôle, de façon à le ramener dans l'état initial. Et vous voyez que ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on redescend. Alors dans ce cas-là, c'est purement formel puisqu'il ne s'est rien passé. Par contre, dans ce cas-là, le contrôle qui est dans l'état de Rydberg revient dans l'état 1. Et vous voyez, voilà la suite d'opérations. Alors on peut se demander maintenant quelle est la matrice. Alors voyons un petit peu ce qui se passe. Dans le cas où les deux qubits sont dans l'état 0, bien, manifestement dans ce cas-là, il ne se passe rien parce que le qubit contrôle n'a rien fait puisqu'il était non résonant et le qubit cible n'a rien fait puisque à partir de l'état 0, vous ne pouvez pas passer à l'état de Rydberg. Donc on a l'état 1. Par contre, qu'est-ce qui se passe si le contrôle est dans l'état 0 et la cible dans l'état 1 ? Eh bien, vous voyez qu'il ne se passe rien sur le contrôle, mais la cible a subi cet effet de rotation de 2π, et donc vous avez un moins 1. Qu'est-ce qui se passe maintenant si le contrôle est dans l'état 1 et la cible dans l'état 0 ? Si le contrôle est dans l'état 1, il ne se passe rien sur la cible, mais le contrôle a subi une rotation de 2π. Donc vous avez également un signe moins 1. Et maintenant, dans le cas 1,1, ben c'est la même chose. Dans le cas 1,1, le contrôle a subi une rotation de π, et la cible n'a pas pu faire sa rotation puisque l'excitation a été bloquée. Donc on a la matrice 1, moins 1, moins 1, moins 1. Alors vous allez me dire, ça, ce n'est pas une porte qu'on a rencontrée. Alors, la porte qu'on a rencontrée, qui était la porte sigma z, c'était la porte 1, 1, 1, moins 1. Et là, nous avons la porte 1, moins 1, moins 1, moins 1. Mais évidemment, c'est simplement le passage de l'une à l'autre est extrêmement simple. Si vous prenez cette
porte là. Et si vous multipliez tout par moins 1, ce qui est une opération triviale à faire sur l'ensemble des qubits, vous allez avoir moins 1, 1, 1, 1. Et ça, c'est identique à condition de renommer les qubits. Ça veut dire que le qubit qui va faire le basculement sera le qubit 0, le qubit 1, mais c'est la même porte. Donc vous voyez que cette opération conditionnelle, c'est une porte sigma z, une redéfinition simple des états près, et donc elle permet de faire des portes C-note et elle permet de tout faire. Et donc c'est là-dessus, c'est sur ce genre d'opération que va être basée l'information quantique avec des Rydberg. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous avez plusieurs atomes? Si vous avez plusieurs atomes, je reprends le petit modèle tout à l'heure, n atomes dans l'état fondamental, je les excite à l'aide d'un laser de façon symétrique, un seul atome va être excité, les autres vont être bloqués. Donc l'excitation d'un atome empêche celle des n-1 autres dans un rayon de blocage. Mais de façon plus intéressante encore, ce pulse laser coupe l'état initial à une superposition d'états dans lesquels l'excitation est partagée symétriquement. Vous voyez que vous allez préparer maintenant l'état de Rydberg, il va être soit sur le dernier atome, soit sur l'avant-dernier, soit sur le premier, avec une superposition d'états. Et on a effectivement le facteur de normalisation 1 sur racine de n. Et si vous appliquez un pulse qui n'est pas un pulse pi, mais qui est à un angle de Rabi différent, vous allez faire une superposition de l'état où tous les atomes sont dans l'état fondamental, plus une petite admixture de cet état-là, symétrique. Et vous allez pouvoir considérer cette collection comme un qubit. Le qubit est maintenant codé dans une collection de n atomes qui sont soit tous dans l'état G, soit avec une seule excitation dans l'état excité. Alors vous allez me dire que en fait, ceci n'est pas tout à fait exact parce que je devrais avoir un terme de phase sur chacune de ces amplitudes, tenant compte du fait que le laser a un vecteur d'onde et que la phase d'excitation n'est pas la même partout. Ce terme de phase ici ne joue pas un rôle et on pourrait même imaginer qu'on le supprime en faisant une excitation à 2 photons avec des vecteurs d'onde opposés qui annulent cette phase. Mais cette phase-là, j'en reparlerai plus tard, mais à ce stade-là, elle ne joue pas un rôle important. Alors cette superposition n'est pas très intéressante parce que l'état de Rydberg a une durée de vie finie et elle va disparaître assez vite. On peut la transformer maintenant en un qubit qui va coder l'information dans 2 états fondamentaux. Ce qu'il suffit de faire, c'est, après avoir fait cette première opération, de ramener l'état R vers un deuxième état fondamental que j'appelle E, à l'aide d'un pulse pi. Et si vous faites cela, eh bien, en fait, la superposition que j'ai écrite tout à l'heure va maintenant revenir à l'état fondamental avec l'un des qubits dans l'état E et une superposition linéaire de toutes les possibilités. Et donc, on va se retrouver avec un état qui va avoir cette forme-là, qui à nouveau est un qubit. Vous avez soit l'ensemble des n atomes tous dans l'état fondamental, soit l'ensemble des n atomes dans lesquels une excitation est répartie uniformément. Mais cette fois-ci, c'est une excitation entre 2 niveaux fondamentaux, c'est-à-dire qu'il y a une durée de vie très très longue. Et je parlerai, il y a un autre élément important sur lequel je reviendrai plus tard, c'est que les éléments de matrice qui coupent ces états à la lumière ont une amplitude en racine de n, en racine du nombre de particules. Donc on fabrique un qubit collectif de grande durée de vie qui est couplé très fortement au rayonnement, et c'est un des effets qui va jouer un rôle important dans la suite. Alors je vais maintenant répondre à la question pourquoi est-ce qu'il faut des atomes froids pour ces expériences. Donc j'ai représenté 2 atomes à une distance de l'ordre de quelques fois leur taille. Bon, il faut qu'évidemment les atomes soient gelés pendant un temps long devant le temps d'interaction Rydberg. Et ce temps d'interaction, je l'ai évalué pour R égale 10 microns et n égale 100. Je vous donne un exemple tout à l'heure. Cette fréquence de couplage est typiquement de l'ordre de quelques mégahertz. D'autre part, il varie très vite avec la distance. Donc si on veut opérer avec des bonnes fidélités, il faut que delta R sur R reste petit pendant un temps long devant l'inverse de la fréquence de couplage. Et si vous imposez par exemple delta R sur R égale 10-2 pendant un temps d'une microseconde, on arrive à des vitesses inférieures à 10 cm par seconde. Donc il faut vraiment des atomes froids, température de l'ordre de 10 microkelvin. Donc il faut des atomes piégés au départ ou dans un réseau optique. Alors il y a un autre élément intéressant dont il faut tenir compte, c'est que lorsque vous voyez qu'on passe transitoirement dans ces portes dans un état de Rydberg, et puis ensuite on fait revenir le système dans l'état fondamental. Pendant la microseconde où l'atome est dans l'état de Rydberg, il n'est plus piégé, parce que les forces de piégeage agissent surtout, ou en tout cas il est piégé dans des conditions différentes de l'état fondamental. Donc il est important qu'il n'ait pas eu le temps de bouger, parce que s'il a bougé quand vous revenez dans l'état fondamental, il va à nouveau être piégé,
Mais s'il a bougé de plus que la largeur du paquet d'ondes dans le piège, ça revient à dire que vous avez excité des phonons. Quand il revient dans le piège, par principe de Frank-Condon, il va se retrouver dans un état avec une probabilité importante d'avoir une vibration. Et donc, alors que vous avez cherché à contrôler les degrés de liberté interne, vous allez les intriquer à cet effet parasite aux états de vibration, et vous allez donc diminuer considérablement la fidélité des opérations que vous effectuez. Donc, en fait, il y a un critère qui est très important, c'est qu'il faut que ces états restent figés à une échelle de distance faible devant l'extension de la fonction d'onde atomique dans le piège, et ça impose également des vitesses atomiques de quelques centimètres par seconde. Donc, il faut vraiment, pour ces expériences, des atomes froids. Donc, j'ai terminé ce que je voulais dire sur vraiment la partie intéressante de la leçon, mais ensuite, j'ai cru important de rajouter quelques diapositives sur les propriétés générales des états excités. Je vais me contenter de les commenter rapidement parce que c'est vraiment une espèce de compilation d'un cours de mécanique quantique de première année, donc ce n'est pas la peine d'insister trop dessus. Donc, je rappelle d'abord que le premier modèle de l'atome, c'est le modèle de Bohr, qui quantifie le moment angulaire sur une orbite circulaire en écrivant simplement que mvr doit être égal à nh bar, où h bar est la constante de Planck. Et à partir de là, on a une deuxième relation, évidemment, qui exprime classiquement que la force centrifuge est égale à la force de Coulomb. Donc on a deux relations entre V et R qui permettent de tirer V et R. Et une fois que vous avez tiré V et R, vous tirez l'énergie. Et vous retrouvez toutes les formules, évidemment, de l'atome de Bohr, que j'ai résumé ici. Et j'ai également exprimé simplement qu'il était utile d'introduire la constante de structure fine, qui vaut une quantité sans dimension qui vaut 1 sur 137, et on peut donc exprimer le rayon de Bohr à partir de la constante de structure fine et h bar sur mc, qui est la longueur d'onde de Compton. Donc le rayon de Bohr vaut à peu près 137 fois la longueur d'onde de Compton. La vitesse de l'électron sur l'orbite de Rydberg, c'est la vitesse de la lumière fois la constante de structure fine divisée par n, et l'énergie du Rydberg, c'est mc2 sur 2, c'est l'énergie de repos de l'électron multipliée par alpha au carré sur 2. Donc, on retrouve tous les ordres de grandeur. Et cette formule montre de façon simple que l'électron de Rydberg est très peu relativiste, puisque sa vitesse, c'est la vitesse de la lumière multipliée par 1/100 et divisée par n. J'ai rajouté ici le modèle de Bohr interprété par De Broglie. Donc De Broglie a associé à l'électron une longueur d'onde lambda égale h sur mv. Et si vous reprenez maintenant le modèle de Bohr avec cette idée, eh bien, dire que mvr égale nh bar, c'est équivalent à dire que n lambda est égal à 2 pi r, et ça revient à dire qu'il y a un nombre entier de longueur d'onde de De Broglie sur le cercle. Et donc De Broglie interprète la condition de quantification de Bohr comme une condition de résonance de l'onde de De Broglie sur le cercle de rayon R. Ce que je représente de cette façon-là, vous pouvez vous imaginer un atome, et ça représente également un atome de Rydberg circulaire, comme une onde qui tourne sur un cercle de rayon R avec un nombre entier d'oscillations, ce nombre étant le nombre quantique principal. Donc le nombre quantique principal compte le nombre de longueurs d'onde autour de l'orbite. Alors ce n'est pas tout à fait exact. On verra dans un instant que la théorie quantique exacte dit que le moment angulaire ne peut pas prendre la valeur n, mais la valeur n-1 au maximum. Et donc il y a n-1 nœuds de la fonction d'onde le long de l'orbite et non n. Mais à la limite des grands nombres quantiques, n et n-1, c'est à peu près la même chose. Et donc c'est pour ça que Bohr est arrivé à cette formule. Alors, pour rendre les choses un peu plus compliquées, pour tenir compte du moment angulaire, du fait que le moment angulaire n'est pas forcément égal à la valeur n dans un état d'énergie donné, Sommerfeld a introduit des orbites elliptiques. On sait que le mouvement de Kepler dans un potentiel de 1 sur R, ce n'est pas forcément un mouvement circulaire. Et donc, le mouvement le plus général est elliptique, avec comme constante du mouvement l'énergie, qui reflète l'invariance de l'hamiltonien par translation dans le temps, et le moment cinétique, qui traduit l'invariance du hamiltonien par rotation. Et donc, voici les orbites possibles, d'après Sommerfeld. L'orbite L égale 0, c'est une orbite, une droite, dans laquelle l'électron rebondit périodiquement sur le noyau qui se trouve au point F, au foyer de l'ellipse extrêmement excentrique. Et puis, si L n'est pas égal à 0 mais petit, vous avez une orbite elliptique très excentrique avec le noyau au foyer. Et puis, lorsque L augmente, eh bien, l'orbite devient de plus en plus ronde. Et puis, pour L maximum, je ne l'ai pas représenté ici, pour L maximum, vous avez une orbite circulaire qui est centrée au foyer. Alors,
toutes ces propriétés du mouvement keplérien sont bien connues. Il y a dans la description de cette physique des quantités qui ne dépendent que de l'énergie et des quantités qui ne dépendent que du moment angulaire. Ne dépendent que de l'énergie, le grand axe de l'orbite. A est égal à moins E2 sur 2E0. Ça veut dire que toutes ces orbites, elles ont le même grand axe. Vous voyez que ça veut dire que ce grand axe-là est égal à celui-là, est égal à celui-là. Et l'orbite circulaire, elle aurait le rayon égal au diamètre, le diamètre égal au grand axe, elle serait centrée autour de F. Donc je ne l'ai pas représenté ici. Une deuxième quantité qui ne dépend que de l'énergie, c'est la pulsation sur l'orbite. Et ceci est relié à ce qu'on appelle la troisième loi de Kepler. Vous voyez que si la pulsation est donnée par cette formule et si le grand axe est donné par celle-là, ça veut dire que la période est proportionnelle à la puissance 3,5 du rayon, et ça c'est la troisième loi de Kepler. Quantités qui ne dépendent que de L, c'est ce qu'on appelle le paramètre. Le paramètre, c'est la longueur de la corde partant du foyer et allant jusqu'à l'orbite. Donc petit p est donné par cette formule-là. Et vous voyez que petit p est proportionnel à L2, c'est-à-dire que ce paramètre est nul pour l'orbite L égale 0 et il devient maximum pour l'orbite circulaire. Donc ça, ce sont des résultats classiques. Ça vous montre que pour une énergie donnée, eh bien, des n orbites de grand axe N2 à 0 et de différents moments angulaires sont toutes dégénérées en énergie, puisque l'énergie dépend que de la taille du grand axe. Donc il y a cette dégénérescence fondamentale. Et puis, en plus de ça, pour n et l données, vous pouvez envisager différentes orientations du plan de l'orbite qui sont les valeurs de m, de la projection du moment orbital sur un axe de quantification. Donc voilà la description semi-classique, je dirais, qui avait cours jusqu'au début des années 20, avec en plus le fait que l'électron possède un spin, mais je n'en parlerai pas ici. Alors maintenant, la description quantique qui a repris tout ça, évidemment, c'est la solution de l'équation de Schrödinger pour le mouvement de l'électron dans le champ du noyau. Je vous rappelle que cette équation, il faut séparer dans cette équation la variable radiale de la variable angulaire. La variable angulaire est donnée par des harmoniques sphériques. La variable radiale, on a intérêt à introduire R fois la variable radiale, c'est la fonction petit u. Et cette fonction petit u qui décrit le mouvement d'une particule radiale, elle obéit à une équation de Schrödinger à une dimension dans un potentiel qui est la somme du potentiel coulombien et d'un potentiel centrifuge. Alors, rapidement, la table des harmoniques sphériques qui donne la dépendance angulaire. Je vous rappelle qu'elles sont données par des polynômes de Legendre que multiplie la fonction et puissance IM-phi et qu'elles sont des états propres du carré du moment angulaire et de sa projection. Les PLM sont des fonctions dont la définition est donnée là et elles s'expriment en fait comme des polynômes en cosinus θ et en racine de 1 moins x2 qui est sinus θ, donc des polynômes en cosinus et sinus θ. Et donc elles donnent la dépendance de la fonction d'onde en coordonnées polaires θ et φ. Et j'ai rappelé ici très rapidement les premières harmoniques sphériques, y0 qui est constante, des harmoniques sphériques de rang 1 qui sont proportionnelles à la cosinus et à la sinus θ, c'est-à-dire en coordonnées cartésiennes à z sur r et x plus ou moins y sur r, donc ce sont des vecteurs en coordonnées cartésiennes, et les harmoniques d'ordre 2, ce sont des tenseurs d'ordre 2 en x, y et z sur r. Et j'utiliserai plus loin la relation que la dernière harmonique sphérique est en sinus puissance L θ et puissance I L phi lorsqu'on prend la valeur extrême. Donc, encore une fois, ce sont des rappels rapides. Fonction d'onde radiale de l'hydrogène. Donc, c'est le mouvement d'une particule dans le potentiel coulombien corrigé par le potentiel centrifuge. Lorsque vous ajoutez les deux, vous avez un potentiel qui a cette forme dans laquelle la particule à une dimension a des états d'énergie. Alors, j'ai représenté les premiers états d'énergie ici. L'état fondamental est simplement une courbe en cloche pour la fonction d'onde. Le premier état excité a un nœud et ainsi de suite, comme d'habitude dans la physique des puits de potentiel. Je vous rappelle les valeurs des énergies. Pour un L donné, on peut les classer en fonction d'un paramètre K qui prend les valeurs 1, 2, 3 et qui simplement décompte les niveaux à partir de l'état le plus bas. Donc ça, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on résout directement l'équation. Donc la fonction d'onde radiale, elle aussi avec K-1 nœud. Donc si K égale 1, il n'y a pas de nœud. Si K égale 2, il y a un nœud, et ainsi de suite. Et vous reconnaissez tout de suite que si on remplace K plus L par N, on change donc simplement la définition des nombres quantiques et on obtient évidemment la formule habituelle pour l'atome d'hydrogène. La fonction d'onde radiale s'exprime maintenant en fonction de N et de L et elle possède N moins L moins 1 nœud.
Donc ça, c'est vraiment chose triviale. Et je vous montre ici donc ces fonctions radiales pour l'état S de l'hydrogène, 10S et 30S, donc elles aussi. Alors ici, cette représentation habituelle multiplie la fonction par R2. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui nous intéresse, c'est la probabilité d'avoir l'électron entre les rayons R et R plus dr. Il faut multiplier le carré de la densité par R au carré pour tenir compte du fait que le volume de la couronne sphérique croît en R au carré. Donc ça veut dire que dans une couronne donnée, finalement, la probabilité de trouver l'électron est maximale pour les grandes valeurs de R. Et puis vous avez ici le carré des fonctions d'onde pour les états 40, 50 et 60D. Donc vous voyez comment elles s'étendent de plus en plus loin lorsqu'on augmente le nombre quantique. Donc, pas insister là-dessus. Ici, vous avez une représentation plus artistique qui est tirée de l'article de Scientific American dont je vous parlais, qui représente pour les états de m égale 0, les états de n égale 8, L variant de 0 à 7, en tenant compte à la fois des variations de la partie radiale et angulaire. Donc il s'agit d'une coupe de la densité électronique multipliée par R2 dans un plan passant par l'axe de quantification. Et comme on est dans un état qui a une m égale 0, il y a une symétrie autour de cet axe, donc la direction ne compte pas. Il n'y a pas de composante de dépendance en phi. Et donc vous voyez que l'état S, c'est effectivement des ondes concentriques, et lorsqu'on augmente le moment angulaire, on voit diminuer le nombre de nœuds concentriques, parce qu'ils sont en n-L-1, et lorsque L augmente, n-L diminue. Donc il y a une diminution du nombre de nœuds concentriques, et en même temps, il y a une augmentation du nombre de directions, d'axes dans lequel la fonction d'onde s'annule, parce qu'on augmente la puissance du polynôme en cosinus θ, donc le nombre de directions dans lesquelles la fonction d'onde s'annule. Et on a donc de très belles fonctions d'onde qui représentent en coordonnées sphériques la distribution des électrons dans cet atome. Alors, une remarque sur l'atome de Bohr circulaire, c'est l'état qui a le plus grande valeur de n et de L. Et cet état, il est évidemment comme n-L-1 égale 0, il a 0 nœud. Donc c'est vraiment l'état fondamental dans le puits de potentiel. C'est une courbe en cloche en R, donc il y a une très bonne distribution en n. Et puis, comme elle a une dépendance en sinus puissance nθ, il est clair qu'elle ne sera non nulle qu'au voisinage θ égale pi sur 2. Dès que vous écartez le θ égale pi sur 2, vous avez une puissance élevée d'un nombre plus petit que 1 qui fait effondrer la valeur de la fonction d'onde. Donc je vous laisse faire les calculs très facilement. On montre que R, c'est n2 à 0, que θ, c'est essentiellement pi sur 2, et que les variances delta R et delta θ sont en 1 sur racine de n par rapport à la taille de l'orbite. C'est-à-dire qu'en fait, la fonction d'onde est un tore, ça ressemble un peu à un pneu de camion, si vous voulez, dans lequel la largeur du tore est en racine de n par rapport au rayon. Et donc on a un tore qui est d'autant plus fin que n est grand. 1 sur racine de n tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, donc plus n est grand, plus on se rapproche de l'orbite classique circulaire. D'autre part, si on ajoute maintenant l'oscillation en des puissances in-1 phi, on retrouve le fait qu'on a n-1 nœuds de la fonction d'onde, et donc on retrouve la théorie de Bohr interprétée par De Broglie. Dernière minute, état de Rydberg des alcalins et défauts quantiques. Quelle est la différence lorsqu'on passe de l'hydrogène aux alcalins? Voici donc les états d'énergie de l'hydrogène dans un potentiel centrifuge correspondant à une valeur de L. Si on augmente la valeur de L d'une unité, le potentiel répulsif augmente, donc le puits de potentiel monte, et miraculeusement, le premier niveau dans ce puits-là correspond exactement au deuxième niveau du puits précédent. C'est la dégénérescence dont je vous parlais tout à l'heure, le fait que les états de n donnés et de L différents ont la même énergie. Donc on a une dégénérescence des états de n donnés et de L différents, qui est une propriété fondamentale de ce potentiel en 1 sur R. Alors cette dégénérescence supplémentaire, elle est liée à une autre symétrie du problème dont je n'ai pas parlé, qui est plus compliqué à analyser, qui est l'existence donc d'un autre invariant qu'on appelle le vecteur de Runge-Lenz. Ce vecteur de Runge-Lenz, je vous en donne l'expression, à partir du moment angulaire, de l'impulsion de l'électron et de la position, on peut fabriquer ce vecteur, donc produit vectoriel de P par L, symétrisé pour tenir compte du fait que PL ne commute pas en physique quantique, moins E2R sur R. Et on peut montrer facilement, et je vous laisse le faire, que cet opérateur commute avec l'hamiltonien, à condition que l'hamiltonien soit un hamiltonien d'atome d'hydrogène, P2 sur 2M moins E2 sur R. Et cet invariant, il introduit une propriété supplémentaire, c'est lui qui explique la dégénérescence des états de L différents
pour une énergie donnée. Et c'est un problème qui se posait déjà en mécanique classique, parce que cet invariant de Runge-Lens existe pour le mouvement des planètes. Et il explique le fait que les ellipses correspondant au mouvement des planètes sont des trajectoires fermées. Je vous montre ici le calcul du vecteur de Runge-Lens pour une orbite elliptique. Donc vous avez ici le centre attracteur, le ion, le proton dans l'état d'hydrogène qui est le foyer. Là, vous avez l'autre foyer qui est un point virtuel où il ne se passe rien. Bien sûr, il n'y a pas de matière ici. L'orbite elliptique. Et si vous calculez le vecteur de Runge-Lens au périhélie, vous voyez que R vectoriel P, qui est L, donc le moment angulaire est perpendiculaire au plan de l'orbite, P est dans le plan de l'orbite, donc L vectoriel P retourne dans le plan de l'orbite le long de R, et R plus L vectoriel P, c'est un vecteur qui est porté par le grand axe. Et comme il est invariant, ça veut dire qu'il reste ce vecteur-là. Vous pouvez le calculer au périhélie comme dans n'importe quel autre point, donc vous trouvez un vecteur qui est porté par le grand axe. Et en fait, lorsque vous faites le calcul, vous montrez que c'est le vecteur unitaire le long du grand axe multiplié par cette quantité qui est l'excentricité du mouvement elliptique. Donc le vecteur de Runge-Lens, il est proportionnel à l'excentricité, et en particulier il est nul pour une orbite circulaire, mais c'est un vecteur qui est une constante du mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une constante du mouvement? Ça veut dire que l'axe de l'orbite pour un mouvement en 1 sur R reste fixe dans l'espace, donc que l'orbite est fermée. Mais dès que vous avez une perturbation qui s'ajoute au potentiel en 1 sur R, alors là j'ai repris l'explication que je vous avais donnée dans les notes et j'ai barré une phrase dans les notes parce qu'il y avait une phrase qui avait sauté et ce qui était indiqué dans les notes est faux. Ce problème se pose en particulier dans le mouvement des planètes. Si vous prenez le mouvement des planètes, si la planète est uniquement un système à deux états, le Soleil et la planète, vous avez un mouvement keplérien et l'orbite est fermée. Mais la perturbation des autres planètes modifie le potentiel qui n'est plus en 1 sur R et fait précesser, ouvre l'orbite et fait précesser le périhélie en changeant le grand axe. Et cet effet avait été calculé par Newton et par les astronomes du XIXe siècle et il a joué un rôle important dans le développement de la théorie de la relativité générale parce que le calcul donné par la perturbation des mouvements des planètes n'était pas suffisant pour expliquer la valeur exacte de ce déplacement du périhélie. Et Einstein a montré que la correction supplémentaire apportée par la relativité générale à la loi de Newton permettait d'expliquer cette correction. C'était donc la première vérification de cette théorie. Mais vous voyez qu'il y a d'autres effets qui peuvent transformer le potentiel en 1 sur R. Par exemple, dans les orbites de Sommerfeld, lorsque l'électron passe au voisinage du noyau, il a une vitesse suffisamment grande pour que la correction relativiste fasse que l'hamiltonien n'est plus P2 sur 2m, mais il y a une correction en P4. Ceci est suffisant pour briser la symétrie de Runge-Lens et explique que l'augmentation de la masse avec la vitesse va ouvrir l'orbite qui va se mettre à précesser. Et ça veut dire que les états de différents moments angulaires, même dans l'hydrogène, n'ont pas la même énergie. C'est ce qu'on appelle la structure fine. Sommerfeld avait calculé ça. Ce n'est pas tout à fait exact. C'est une simple correction. Il y a d'autres effets liés au spin, mais le spin est également un effet relativiste. Il faut tenir compte de la relativité pour cela. En ce qui nous concerne, le point essentiel est ailleurs. Pour les états de Rydberg des atomes alcalins, les orbites de faible L pénètrent à l'intérieur du cœur, parce qu'elles ont un petit paramètre, à l'intérieur du cœur qui est formé des Z-1 autres électrons, et donc le potentiel devient plus profond, parce que l'électron est moins écranté du cœur lorsqu'il pénètre à l'intérieur du cœur, moins écranté du noyau. Et donc le potentiel change, et si le potentiel change, le vecteur de Runge-Lens n'est plus un vecteur propre, l'orbite se met à précesser. Dire que l'orbite précesse, c'est dire que des fréquences supplémentaires s'ajoutent dans le mouvement, et ça revient à dire que la dégénérescence des niveaux d'hydrogène est levée. En quelque sorte, on peut dire que cet effet est analogue à l'effet classique, à l'effet newtonien de la précession du périhélie de Mercure. Simplement, ici, il s'agit des corrections des électrons qui se trouvent à l'intérieur de l'orbite, alors que dans le cas de Mercure, c'est la correction par les planètes qui se trouvent à l'extérieur de l'orbite de Mercure, puisque Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Alors, la façon en physique quantique de rendre compte de ça, elle est bien connue. Vous reprenez le potentiel, par exemple dans les états S. Lorsque vous pénétrez à l'intérieur du cœur, le potentiel qui est représenté en rouge, devient plus profond que le potentiel en 1 sur R. Si vous prenez maintenant un KL positif, de la même façon, le potentiel devient plus profond que le potentiel en 1 sur R parce que vous commencez à avoir le cœur de plus en plus dénudé, le noyau de plus en plus dénudé. Et changer le potentiel, ça revient à changer l'énergie cinétique des électrons à l'intérieur du cœur. Ils vont plus vite parce qu'ils sont attirés plus fort. Et
Dire qu'ils vont plus vite, c'est dire que les nœuds des fonctions d'onde deviennent plus resserrés. Et on se trouve dans une situation qui est analogue à ce qui se passe lorsque dans une cavité résonante, on change l'indice en mettant un milieu diélectrique, on change la longueur d'onde de la particule à l'intérieur du cœur. Et ceci revient à déplacer les nœuds de la fonction d'onde. Alors, je n'ai pas trop le temps de discuter, mais l'effet essentiel, c'est qu'on remplace n par n moins delta L, où delta L est le défaut quantique. Et ce défaut quantique est d'autant plus grand que L est plus petit, parce que plus L est petit, plus les électrons pénètrent et sont sensibles à cet effet de modification. Et on peut montrer que cet effet est indépendant en première approximation de n. Donc delta est de l'ordre de 1 pour L égale 0 et décroît avec L et devient très petit dès que L est supérieur à 2. Et j'insiste là-dessus parce que ces défauts quantiques, ils vont nous servir de variable d'ajustement pour optimiser l'interaction dipôle-dipôle entre des atomes de Rydberg. Alors, je conclus ici en vous montrant simplement les fonctions d'onde radiales 30s de l'hydrogène et du rubidium. Et vous voyez qu'elles se ressemblent beaucoup, simplement la position des nœuds des fonctions d'onde a été légèrement modifiée par le défaut quantique des niveaux S. Mais on peut, en première approximation et très généralement, traiter tout ça comme de l'hydrogène. Et je conclus maintenant cette leçon donc, en disant simplement ce que j'ai fait. Et je vous indique simplement que la semaine prochaine, je reviendrai sur ces propriétés exagérées des atomes de Rydberg, mais cette fois-ci en décrivant ce qui se passe en présence de champs extérieurs, qu'il s'agisse de champs statiques ou de champs de rayonnement, et je passerai en revue des expériences qui ont exploité ces propriétés, en particulier sur l'effet Stark. Donc je vous remercie. Je vous rappelle que nous allons avoir dans quelques instants le séminaire de Per Delsing. Alors j'ai pris beaucoup de temps, donc disons qu'on commencera le séminaire à 11h10. Merci, à tout de suite.